Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors je vous propose pour démarrer la semaine qu'on commence avec le décryptage d'une annonce présidentielle. À la fin de la semaine dernière, Emmanuel Macron a indiqué que la France allait allouer 1,8 milliard d'euros à la recherche quantique. C'est la prochaine révolution majeure de l'informatique traditionnelle. Elle va nous permettre de dépasser ses limites. Quels sont les enjeux de ce plan national? Quelle place occupe actuellement la France dans cette course mondiale que se livre Laboratoire et Big Tech? Ce sera le sujet de l'interview avec Charles Becbédé dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, je recevrai des femmes qui font bouger les lignes. Elles comptent parmi les 10 espoirs féminins de la French Tech. Nous verrons pourquoi. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme cette semaine. On s'intéressera aux libellules et albatros qui nous inspireront pour l'avenir. Et vous verrez, cela fera le lien avec l'innovation du jour qui va permettre de vivre plus intensément les retransmissions de compétitions sportives grâce à un drone qui ne tombe jamais. Mais tout de suite, donc place à mon premier invité. Les enjeux du plan quantique d'Emmanuel Macron, on en parle tout de suite. Donc la semaine dernière, c'était lors d'une conférence à Paris-Saclay, Emmanuel Macron a annoncé les lignes directrices du plan quantique de la France. Il fait suite à un rapport qui a été remis un an plus tôt par la députée Paula Fortezza sur l'état des lieux de l'informatique quantique française. Et donc nous allons bénéficier d'1,8 milliard d'euros pour le secteur sur 5 ans. Bonjour Charles Becbédé. Bonjour. Vous êtes président de la société d'investissement Audacia, au sein de laquelle vous avez cofondé le premier fonds d'investissement au monde qui est dédié aux technologies quantiques. Alors, il s'appelle Quantonation. On va peut-être déjà revenir sur cette définition de l'informatique quantique. Je disais que ça va nous permettre de dépasser les limites de l'informatique actuelle. Oui, d'abord, il faut rappeler que le quantique, il y en a partout dans notre électronique moderne, dans nos smartphones, c'est plein de quantique. Il y a eu la première révolution quantique dans les années 20-30 et qui nous a permis qui a permis une formidable effervescence de l'électronique. Notre société moderne, elle est quantique. De la première révolution. Alors qu'est-ce que c'est que le quantique? C'est tout simplement, c'est qu'à très petite échelle, il y a une limite. Il y a un moment où il y a une limite basse, un pas minimum pour mesurer certaines grandeurs physiques, par exemple l'énergie ou la quantité de mouvement. Certains même pensent que l'espace et le temps aussi peuvent atteindre une certaine borne basse. Le monde y est discontinu, il est discret. Et d'où le terme quantique qui vient de quantum, de quanta, c'est la plus petite quantité indivisible. Alors, tout n'est pas donc lisse, tout n'est pas continu à toute petite échelle. Et donc, il y a un ordre. Il y a un sens, il y a énormément d'informations disponibles. Donc c'est pour ça que ça intéresse énormément les informaticiens, l'informatique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la seconde révolution quantique. Et ça, on peut l'appréhender parce qu'on a fait énormément de progrès dans les lasers, dans les capacités de calcul, dans toute une série d'équipements depuis une trentaine d'années. Donc ça se passait dans les laboratoires de physique fondamentale, mais maintenant ça se passe aussi, ça passe à l'industriel. Ça passe, donc il y a des applications, il y a des startups qui se créent, c'est pour ça que... C'est-à-dire là, on va appliquer les principes de la physique quantique à l'informatique qu'on utilise au quotidien. On a un problème dans l'informatique, c'est la loi de Moore. On a un problème aussi, c'est que 10% de la consommation électrique mondiale, elle est liée au data center, et puis ça va passer, ça va aller très vite, bien au-delà, donc ça n'est plus possible. Donc il faut trouver plus d'espace pour stocker l'information, car le big data est là et ça va très vite, et on a besoin, et on a trouvé un moyen de le faire, c'est justement d'utiliser cette discontinuité que nous donne le quantique, ces photons uniques, ces atomes uniques, pour essayer de stocker de l'information et de coder. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle donc cette seconde révolution quantique. Reproduire un système pour le stockage de nos données. Mais ce n'est pas uniquement sur le stockage. Quel type d'application oui, alors évidemment, peut-on trouver à travers l'informatique quantique? Non, d'ailleurs, le stockage, on ne sait pas encore bien le faire. En revanche, alors à court terme, on sait faire des choses très intéressantes pour les capteurs de grandeur physique. Donc, par exemple, pour mesurer des champs magnétiques infinitésimaux et donc pour faire, par exemple, de l'imagerie cérébrale. On peut aussi faire des microscopes quantiques. Et on a investi d'ailleurs dans une entreprise qui s'appelle Qunami en Suisse, qui marche très bien, qui vend des microscopes quantiques déjà et qui fait du chiffre d'affaires et même des profits. On a également la possibilité de gagner plusieurs ordres de grandeur pour mesurer le temps. Donc, faire des horloges atomiques beaucoup plus précises, ça c'est très important.
important pour plein d'applications, notamment dans le militaire. On peut faire aussi, toujours dans le militaire, imaginez faire des gyroscopes quantiques, donc qui vont permettre à nos avions de chasse et à nos sous-marins nucléaires de naviguer de façon plus précise, même sans GPS pour nos avions de chasse. Donc il y a des applications énormes dans le sensing, la métrologie. Donc sensing, c'est les capteurs. C'est les capteurs. Donc ça, c'est, je dirais, à court terme. À court terme également, on peut imaginer une nouvelle cryptographie post-quantique. Donc ça, c'est simplement prendre de nouveaux problèmes mathématiques pour coder nos informations, parce que c'est vrai que actuellement le RSA, donc la façon qu'on utilise pour coder nos échanges d'informations, peut être assez facilement craqué par un ordinateur quantique. Alors je vous rassure, là pour le coup, l'ordinateur quantique qui sait faire cela en utilisant l'algorithme de Shor, du nom du mathématicien qui a inventé cet algorithme, n'existe pas encore, mais ça pourrait venir d'ici 5, 10, 15 ans, on ne sait pas, et du coup ça veut dire qu'il faut inventer une nouvelle cryptographie. Donc ça c'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, et donc il y a déjà des entreprises qui font ça. On a investi dans CryptoNext qui propose cela et qui travaille avec l'OTAN. Et donc ça améliorerait la cybersécurité. Absolument. Alors ça, c'est les applications à court terme. À moyen terme, il y a l'informatique quantique. Donc le calcul quantique, ces nouveaux processeurs qui vont nous permettre de réaliser des optimisations qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, qui vont permettre de casser donc certains codes de chiffrement. Et puis, il y a la simulation numérique de molécules. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça a des applications en santé, pour inventer de nouveaux médicaments, mais en chimie, et donc pourquoi pas inventer de nouveaux catalyseurs, et notamment remplacer ce processus extrêmement énergétivore qui nous permet de faire l'ammoniac, qui représente près de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on trouve un nouveau process pour générer l'ammoniac grâce à de la simulation numérique, eh bien, on va pouvoir contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, le changement climatique. Donc, mais également, simulation numérique de matériaux, inventer des nouveaux matériaux, des nouveaux métaux qui seraient supraconducteurs à température ambiante et à pression ambiante. Mais là, je m'avance peut-être un petit peu, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, on va pouvoir faire de la recherche in silico, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, parce que dès qu'on essaye de simuler une molécule un peu complexe avec un ordinateur conventionnel, ça dérive de façon... La combinatoire est immense et c'est totalement impossible avec les supercalculateurs. On est sur un domaine, une technologie vraiment qui va apporter une révolution, qui va nous faire passer un saut technologique important. Donc les enjeux sont majeurs. Comment vous avez réagi à l'annonce présidentielle fin de semaine dernière ? Très favorablement, on l'attendait depuis longtemps. 1,8 milliard, c'est bien, non ? Alors 1,8 milliard pour la France, alors avec 1 milliard, un peu plus d'1 milliard pour l'État, 200 millions de l'Europe et plus de 500 millions du secteur privé, dont nous-mêmes d'ailleurs, c'est comptabilisé dans le plan. Nous, on a créé donc Quanta Nation il y a plus de 2 ans. C'est un fonds qui est d'une taille d'environ 20 millions d'euros qui ira jusqu'à 50, peut-être plus à la fin de l'année, et qui a déjà investi dans 12 startups, dont plus de 4 sont déjà en série A, donc 5 en France, mais 3 en Amérique du Nord et les autres en Europe. Oui, votre et donc fonds, ce plan est un message, en fait. 12 startups, il y en a 5 françaises. Oui, exactement. Okay. Et ce plan quantique annoncé par le fait que ce soit annoncé en plus par le président de la République, Emmanuel Macron, c'est un signal très très fort, je pense, aux communautés scientifiques, académiques, industrielles et entrepreneuriale du monde entier. Et il en avait besoin ? On en avait besoin de ce signal fort ? Pourquoi les laboratoires n'étaient pas à fond sur cette prochaine révolution majeure en France ? Si, on a la chance en France d'avoir 3 grands centres et beaucoup de laboratoires donc, qui sont à la pointe vraiment de la recherche scientifique dans ces domaines, mais beaucoup de grands pays, la Chine, les États-Unis, et en Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, même la Hollande, s'étaient dotés de plans quantiques très forts. Et c'est vrai qu'on avait besoin que la France annonce son plan. C'est un signal extrêmement positif pour ces nouvelles industries. Alors, les champions du quantique aujourd'hui, c'est Google, c'est IBM, c'est plutôt les Américains. C'est aussi Thales qui développe de très nombreux capteurs quantiques, justement, donc avec des applications à assez court terme. C'est Atos, c'est EDF, c'est Total, les grands énergéticiens sont là, Orange également. Donc la France est bien positionnée dans cette course mondiale ? Dans cette compétition internationale, parce que la France dispose de ces grands champions mondiaux
mondiaux. Certains n'ont pas encore enclenché la seconde, il faut qu'ils le fassent, mais ça vient. Et en Europe, en Allemagne, on le voit bien, il y a aussi les grands constructeurs automobiles sont très présents. Pour autant, je vais vous provoquer un peu, Charles Becbédé, mais sur votre fonds, qui est un fonds donc français, le premier au monde vraiment dédié au quantique, vous n'avez que 5 startups françaises sur 12 dans ce fonds. Oui, parce que c'est un fonds global. On peut pas, sur un fonds aussi spécialisé, sur une technologie aussi précise, donc les technologies quantiques, il n'est pas question de faire un fonds franco-français. Donc, on aurait pu imaginer qu'il y a un peu plus de Français. Écoutez, c'est pas mal, ça fait près de 40%. Bon, ça veut dire qu'on peut encore accélérer, en tout cas. Et il y a encore, on est en train de participer à la création d'autres startups en France et ailleurs, et on ira jusqu'à une vingtaine de participations pour ce premier fonds. Et l'annonce de ce plan stratégique, avec ces 1,8 milliard, peut y contribuer. Et il contribue grandement, ça va mobiliser l'ensemble de l'écosystème. Vous savez, la France, c'est un pays un peu colbertiste. Il est parfois bon qu'un signal venant du sommet de l'État soit envoyé pour que tout le monde se réveille et participe à cette fantastique révolution. Dans la guerre du numérique, la guerre mondiale du numérique, on a peut-être perdu les premières batailles, mais on n'est pas obligé de toutes les perdre. Je pense que sur les technologies quantiques, la France, l'Europe a toutes ses chances et pourrait voir émerger de grands champions européens dans ces technologies. Très bien. Merci beaucoup, Charles Becbédé. Merci, Président. Je rappelle que vous êtes président de Audacia. Nous, ça va être l'heure de notre talk. C'est une autre révolution numérique qui est en cours, celle des femmes dans la tech. Elles font partie des 10 femmes à suivre dans la tech en 2021 parce qu'elles font bouger les lignes sur la mixité et on va voir comment. Avec Déborah Loy, directrice générale de Sistar, un collectif de 22 femmes, chefs d'entreprise, dirigeantes, investisseuses qui œuvrent pour plus de mixité dans l'économie numérique. Avec également Jade Francine qui figure dans cette liste des 10 femmes à suivre, cofondatrice et directrice des opérations de la start-up de maintenance d'ascenseurs WeMaintain et que nous avons déjà reçue dans Smart Tech. Et également avec nous en visio, Laura Medji, ingénieure, cofondatrice de la plateforme de location de véhicules entre professionnels Tractor. Alors, Déborah Loy, on va commencer ensemble puisque c'est Sista qui a publié cette liste des 10 femmes à suivre dans la tech en 2021. Vous mettez en avant donc des espoirs féminins dans la French Tech. Comment s'est fait cette sélection déjà ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors déjà, on est plus que 22 chez Sista. En fait, le collectif a été créé effectivement en décembre 2018 avec 22 femmes autour d'une tribune, mais ensuite ça s'est élargi. Alors alors si vous voulez, on attaque tout de suite là-dessus. Donc les 22 femmes Sista donc, qui ont lancé le collectif en 2018. Parmi elles, on peut compter donc Catherine Barba, qu'on a reçue également, Mercedes Serra de BETC, je vais dire les noms qu'on connaît peut-être plus, Céline Lazorte ou encore Roxane Varza de Station F, Caroline Ramad. D'ailleurs, je dis Station F, Roxane Varza, mais je devrais dire aussi Roxane Varza de Starter. Oui, donc le collectif Sista a fusionné cette année avec Starter. On va revenir là-dessus après. Là, moi, je m'intéressais aux 10 femmes, à votre sélection des 10 femmes à suivre en 2021. Quel a été le critère de sélection ? Donc, comme vous le disiez, on cherche les espoirs de la tech, que ce soit des femmes qui sont des entrepreneurs ou des investisseurs ou ce qu'on appelle des C-level, donc des personnes haut placées dans les startups. Ouais. Donc ça, c'était déjà les 3 catégories que l'on avait. Et puis, on a interrogé, on a aujourd'hui près de 30 bénévoles qui forment l'association Sista. Et donc, on a demandé à ces personnes-là, donc ces personnes issues de l'écosystème, que ce soit du côté entrepreneurial ou investissement, de nominer les femmes qui les inspiraient et qu'elles imaginaient voir émerger en 2021. On s'est retrouvé avec une grosse liste parmi laquelle on a voté. Donc, c'est un processus absolument démocratique que l'élection de ces 10 femmes à suivre. Et vous avez parlé de la fusion avec Starter. Justement, c'est une liste que l'on hérite de Starter puisqu'elle existe depuis plusieurs années. Starter, chaque année, mettait en avant ces 10 femmes et nous la reprenons aujourd'hui chez Sista vu que, comme vous l'avez dit, nous avons fusionné. Jade Francine, vous êtes dans ce top 10. Vous aviez le sentiment d'être une femme inspirante pour une génération ? Non, ça serait un peu prétentieux que de dire ça. En revanche, il est certain qu'on est quand même un peu sous-représenté dans le milieu de la tech et que je pense qu'il y a quand même eu un gros travail dans les médias pour mettre les femmes en avant. Et petit à petit, moi, j'ai eu la chance d'être beaucoup mise en avant. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça, c'est d'essayer de montrer plus de femmes. Celles qui sont partantes, on les montre
encore plus. Donc parfois, j'ai un peu l'impression que ça fait passer le message que j'ai un énorme ego, mais c'est juste qu'en fait, on nous pousse, mais ce qui est une très bonne chose, parce que ça montre en effet aux générations un peu plus jeunes que c'est possible. Donc je suis ravie en tout cas que ce genre d'initiative existe, ce genre de liste, parce que ça montre quand même qu'il y a un sujet et que tout le monde s'en empare. Alors, on a une autre femme qui fait partie de ce top. On va lui donner la parole tout de suite. Elle est connectée avec nous en visio. Laura Medji, bonjour. Bonjour. Vous avez l'habitude aussi de travailler dans des environnements masculins. Est-ce que être une femme parmi les hommes qui travaillent dans la finance, qui travaillent dans la location d'engins de chantier, ce que vous avez lancé avec Tractor, par exemple, est-ce que c'est une expérience particulière ? Alors, c'est une expérience qui est je peux dire malheureusement ou heureusement de mon côté, habituelle. C'est vrai que ce déficit de femmes, je l'ai rencontré tout au long de ma carrière, que ce soit en finance ou lors du lancement de Tractor, mais aussi malheureusement durant mes études. Donc, j'ai envie de dire, j'ai eu le temps d'être habituée. Force est de constater quand même que étonnamment, on peut trouver ça étonnant, mais le milieu des engins de chantier n'est pas forcément le milieu le plus machiste auquel j'ai eu à faire face. Et c'est très heureux. Bon, comme quoi ça bouge peut-être aussi. On va revenir sur justement, c'est vrai que dans beaucoup de domaines, on trouve peu de femmes dans notre secteur des technologies. On a l'impression quand même qu'il se passe des choses. Il y a des associations qui sont mobilisées autour de ce sujet. Mais alors pourquoi cette fusion avec entre Starter et Sista ? C'est parce que vous étiez trop dispersés dans vos engagements ? En fait, ça faisait sens, tout simplement, parce qu'on avait les mêmes valeurs. Vous avez cité Roxane Varza, qui était effectivement à la base du Sista et qui avait aussi fondé Starter il y a 10 ans. Et on s'est dit que, effectivement... Girls in Tech aussi. C'est Girls in Tech qui était devenue Starter, absolument, et qui a officié pendant 10 ans et qui a fait un travail absolument merveilleux pour diversifier, mixifier cet écosystème qui, effectivement, est très uniforme, encore aujourd'hui, malheureusement, mais... Déjà, en termes de prise de conscience et d'arrivée des femmes, on a fait un bond en 10 ans qui est énorme. Et effectivement, on se disait que ça n'avait pas de sens de faire les choses chacune de notre côté alors qu'on était plus fortes ensemble. Et donc aujourd'hui, Roxane a rejoint le bureau de Sista et on a allié nos forces pour réussir à enfin changer la donne. Et là, le principal objectif, pour être tout à fait concret, c'est pas juste de faire des plateaux télé avec des femmes autour de la table pour changer. L'objectif, c'est aussi de mobiliser les fonds d'investissement sur ce sujet. Ouais, Sista est parvenu à faire signer une charte à plus de 100 acteurs de l'investissement. Donc il y a 56 acteurs du capital risque, 22 acteurs de ce qu'on appelle du corporate venture capital, donc les fonds qui sont gérés par des grands groupes, et puis 53 acteurs de l'accompagnement type accélérateur qui s'engagent. On voit Xavier Niel qui montre un panneau de Sista. Ouais, fait partie des investisseurs qui s'impliquent. Il fait partie des personnalités des investisseurs qui s'impliquent. Et effectivement, ces fonds-là se sont engagés à financer 25% de femmes d'ici 2025. Et maintenant, on travaille avec eux sur les bons outils à mettre en place pour y parvenir. Jeanne-Francine, vous êtes dans le secteur de la maintenance des ascenseurs. Est-ce que c'est un secteur aussi très, très masculin ? Ah oui, je pense que chez Women Tech, on a la triple peine parce qu'au final, on est dans la tech où il y a peu de femmes. Dans l'immobilier, où c'est pareil, les femmes sont quand même sous-représentées. Et l'ascenseur, où en effet, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et du coup, est-ce que c'est plus difficile de s'imposer dans un secteur masculin ou au contraire, comme on est peu nombreuses, finalement, on brille plus facilement ? Alors, je pense que en tout cas, en ce qui me concerne, c'était vraiment une opportunité puisqu'en effet, il n'y avait pas beaucoup de figures féminines et on s'est dit, ça va un peu changer les codes, ça va aussi permettre d'avoir une image différente, peut-être un peu plus moderne, voilà. Donc, en ce qui concerne la société, je pense que c'était plutôt positif. Après, on a quand même eu de vrais challenges pour recruter des femmes, surtout au début, puisqu'en effet, on avait cette étiquette tech, ascenseur. Donc, je pense que ça faisait un peu peur. Mais bon, petit à petit, parce que aussi j'étais mise en avant, du coup, ça a attiré certaines femmes et aujourd'hui... Et ça fait partie des objectifs de l'entreprise, ça, de travailler sur la mixité, de faire bouger les lignes ? Oui, alors nous, c'est pas seulement la mixité, mais c'est vraiment la diversité au sens large. Donc ça va en termes d'expérience, d'éducation, d'âge, de couleur de peau, de nationalité. On essaie vraiment d'avoir une approche sur la diversité. Il y a évidemment le genre qui rentre en compte, mais on veut l'ouvrir de façon un peu plus large.
Laura Medji, vous, il y a combien de femmes chez Tractor? Alors, je sais que vous n'êtes plus au poste de chef des technologies, mais vous restez conseillère quand même de cette start-up que vous avez cofondée. Vous comptez beaucoup de femmes chez Tractor? Alors, tout comme Jade, ça a été un parcours du combattant pour arriver à aujourd'hui 40% de femmes, et on en est très très fiers. Chez Tractor, l'idée aussi est d'avoir une diversité au sens large, pas seulement de genre, mais ethnique, sociale, de parcours. Tout comme Jade, je tiens à constater que en fait, ça n'a pas été facile de recruter ces femmes. J'ai dû me mettre en avant dès le début. On a dû travailler et convaincre, dans la plupart des cas, les premières arrivants. Et puis, il y a un moment où on est arrivé à un palier, en fait, qui nous a permis de concrétiser beaucoup plus facilement les recrutements qui ont suivi. Je ne saurais pas vous dire exactement à quel pourcentage c'est arrivé, mais il a fallu qu'on commence par créer une petite équipe de fidèles combattantes avant que ça paraisse normal pour d'autres femmes et moins effrayant en tous les cas de nous rejoindre. Ça montre l'importance des rôles modèles. Hein. Plus on voit de femmes, plus ça encourage les femmes à embrasser aussi ces métiers. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez réalisé une étude avec le BCG, le Boston Consulting Group, sur les fonds d'investissement. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude, de la réalité? La réalité, c'est que déjà, il y a moins de femmes. C'est 10% aujourd'hui de femmes CEO dans la French Tech, donc c'est peu. Cette étude a été réalisée en octobre 2019. On est en train de l'actualiser et on en sort une nouvelle version d'ici quelques semaines. Elle montrait que déjà, il y a moins de femmes. Et en plus, quand on est une femme, on a 30% de chances en moins de lever des fonds qu'un homme, à même niveau. Et puis, quand on lève en volume 2,5 fois moins de fonds que le cofondateur masculin qui sera à côté. Donc la réalité, c'est que c'est encore difficile aujourd'hui pour les femmes dans la tech. Effectivement, c'est quoi? C'est un problème d'assurance? Non, alors c'est une chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'on dit souvent aux femmes, elles n'ont pas assez confiance en elles, etc. C'est un problème qui est systémique, qui est structurel, et c'est contre ça qu'on se bat. C'est-à-dire qu'on a des fonds d'investissement qui sont très masculins. Il faut comprendre que dans un fonds d'investissement, on est à la croisée entre la technologie et la finance, qui sont deux mondes extrêmement masculins. Et donc, inévitablement, les fonds, aujourd'hui, les femmes sont très peu représentées dans les effectifs des fonds, en particulier dans les partners. C'est en train de s'améliorer lentement, mais ça reste encore une minorité. Il y a énormément de fonds encore en France qui n'ont pas une seule femme partner au sein de leurs équipes. Partner, c'est associé, donc c'est vraiment le plus haut niveau hiérarchique. Donc il y a un vrai problème structurel à régler. Parce que quoi? Il y a un système de cooptation où on mise sur des gens qui nous ressemblent? On mise sur des gens qui nous ressemblent. Ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir ton expérience, mais on mise sur des gens qui nous ressemblent. Et puis, on a des biais. On a tous des biais cognitifs, pour le coup, qu'on soit un homme ou une femme. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, je sais que ça m'est arrivé de demander le directeur au téléphone et puis la secrétaire. Voilà, ça, c'est un biais, tout simplement. Donc, quand on appelle un directeur, on imagine que c'est un homme, et une secrétaire, on imagine que c'est une femme. C'est un de se flageller pour autant. On les a tous, mais il est extrêmement important, et en particulier dans le monde de l'investissement, que les personnes se remettent en question et questionnent leur processus de décision pour voir pourquoi, quand on est une femme, on a 30% de moins de chances de lever des fonds qu'un homme, alors qu'il y a des études qui montrent que les startups féminines apportent de meilleurs revenus à la fin au fond. Donc, faire la preuve par les chiffres. Jade Francine, vous avez ce sentiment que c'est plus difficile de convaincre quand on est une femme? Nous, quand on va convaincre les fonds d'investissement, c'est toujours le trio des cofondateurs. Donc, ce sont deux hommes avec vous? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je ne suis pas toute seule. Ensuite, je pense qu'il y a des biais qui existent, comme Déborah le disait, où on a de fait plus de facilité à parler aux gens qui nous ressemblent. Donc, je peux comprendre qu'un investisseur homme parle de fait peut-être plus facilement avec le CEO de Women 10, qui est un homme. Après, les choses sont quand même petit à petit, notamment grâce à ce genre d'initiative, que ce soit les médias, les associations, la French Tech, tout le monde s'y met petit à petit. Il y a quand même de fait un peu de changement, au moins une prise de conscience. Et c'est important, d'autant plus qu'il y a quand même des chiffres, comme Déborah disait, qui montrent que quand il y a des femmes partenaires, les retours sont bien meilleurs sur les investissements. Pareil dans les entreprises avec des équipes mixtes, les chiffres sont meilleurs. Donc
Rationnellement, il n'y a pas de raison que petit à petit... On voit que la diversité apporte de la valeur, en tout cas. Mais vraiment financière, en fait. Ouais. Oui. Alors, justement, Laura Medji, parce que là, on dit, bon, les hommes font confiance aux hommes, c'est plus difficile pour eux, peut-être, de miser sur la différence, mais on peut aussi se poser la question de la formation des femmes. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui prêtes à affronter ce marché masculin? Je sais que vous donnez des cours au pôle universitaire Léonard de Vinci sur le management. Est-ce qu'il faut apprendre davantage aux femmes aussi à s'imposer? Très certainement, ça fait partie de la problématique. Maintenant, si je peux parler pour ma chapelle personnelle, donc moi, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique. En prépa, il y avait très peu de filles. En école d'ingénieur, sur ma promo, je crois que c'était une année FAST, on devait tourner autour de 11%. Donc il y a aussi un problème je pense, de vocation pour un bon nombre de femmes, surtout sur des métiers techniques. Et pour faire changer les mentalités aussi, au sein de ces startups qui sont très souvent techniques, qui proposent des produits techniques, il serait bon qu'on soit représenté à cet endroit également. Et ça pose la question de pourquoi est-ce qu'en fait on a une telle disparité et les femmes disparaissent après le bac, sachant que de nombreuses études montrent que jusqu'à la fin du lycée, les filles sont aussi bonnes, si ce n'est meilleures, dans les filières scientifiques que les garçons. Donc la problématique se situe aussi à cet endroit-là, pour moi. Il y a aussi un programme de mentorat au sein de Sista. Oui, tout à fait. Ouais. Sista Bold, qu'on a créé avec Veuve Clicquot pendant le premier confinement, avec l'idée d'aider les femmes. Et on a 100 personnalités de la French Tech qui prennent 1 heure pour discuter avec ces femmes. Pourquoi pendant le confinement ? Parce que, vous le savez, la crise a frappé tout le monde d'une manière extrêmement forte, et puis les femmes encore plus, parce que malheureusement, déjà, elles sont moins représentées dans les fonds d'investissement qui ont beaucoup aidé les entrepreneurs durant la crise. C'était une chance d'avoir des investisseurs qui pouvaient se mobiliser pour soi, et puis aussi parce que malheureusement, les femmes sont encore plus sollicitées que les hommes au sein des familles, et donc ont une charge mentale et une charge logistique qui est plus importante. Je trouve que ce que Laura disait... Donc il ne fallait pas les abandonner, en fait, à la maison. Il ne fallait pas les abandonner, ouais. Ce que Laura disait, c'est extrêmement intéressant, parce que, en fait, moi, j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs de la French Tech, des hommes, en leur disant, mais comment est-ce que tu as appris, en fait, toi, à coder? Et on se rend compte que ce sont des gens... En fait, quand les ordinateurs grand public sont arrivés dans les foyers, ils étaient marketés pour les hommes. Et ces entrepreneurs vous expliquent, moi, j'avais 13-14 ans et je jouais aux jeux vidéo sur mon ordinateur. Et puis, j'avais envie de discuter avec mes amis qui jouaient à ce même jeu. Donc, on a codé un petit forum pour parler ensemble. Donc, en fait, c'est extrêmement ludique. On dit que les femmes fuient la tech. Non, c'est juste qu'elles n'ont pas eu cette opportunité de la manier, de l'avoir dans les mains très jeune, à 13-14 ans. Et ce sont des hommes qui, derrière, ont fondé des boîtes avec un écosystème très masculin et une culture geek qui est en train de disparaître, mais qui a quand même été excluante envers les femmes durant plusieurs années. Donc, voilà, il faut vraiment, je pense, pour lutter contre ce problème, comprendre à quel point c'est systémique et structurel. Et je pense que, typiquement, d'avoir des cours de code aujourd'hui à l'école, ça peut régler une grosse partie du problème. Jade Francine, vous dites que vous travaillez sur la mixité, même la diversité au sein même de votre entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend de s'impliquer dans la diversité de manière professionnelle, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit s'imposer? Qu'est-ce que vous pensez par exemple, des quotas? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Les quotas, on l'a bien vu dans les conseils d'administration. Là, d'ailleurs, il y a une semaine, Bruno Le Maire, je crois, a dit que maintenant, il fallait passer sur... Enfin, ils ont commencé à étudier l'idée des quotas dans les COMEX. Je pense que pour un peu pousser le changement et forcer le changement, c'est quand même intéressant. Après, évidemment, il faut laisser le temps à tout le monde de trouver ses repères, de mettre en place les choses. Mais parce que sinon, on est toujours un peu tenté par la facilité au final. Et aujourd'hui, oui, la facilité, que ce soit les COMEX, les conseils d'administration ou quoi, ça reste... il y a plus de c'est plus facile de trouver des profils masculins et franchement des super profils. Et c'est vrai que quand on doit recruter des femmes, Laura en parlait aussi, c'est vraiment plus dur. Enfin, faut vraiment s'impliquer, faut aller les convaincre. Elles sont quand même plus averses au risque, donc alors que c'est des approches différentes dans le recrutement où les hommes vont dire génial, j'y vais.
la femme à dire oui, ben je sais pas, machin. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose parce que ça a fait prendre conscience à tout le monde que c'est un sujet qu'on va tous s'engager pour, et on l'a vu sur les conseils d'administration. Ça a quand même été Donc un très peu bien de suivi. contrainte quand même pour enclencher le mouvement et éviter de sombrer dans la facilité. Je ne sais pas si on peut parler de contraintes, mais juste montrer la ligne directrice. On a quand même réussi sur les conseils d'administration. Les fonds d'investissement également. Si on parle de quotas, c'est une contrainte quand même. Oui, et en même temps, si on laisse le temps et qu'on donne des ressources aux personnes, je trouve que c'est ce que Sista fait, c'est très bien, parce qu'en effet, c'est pas juste, tiens, il faut faire ça, c'est on vous donne aussi le mode d'emploi, on vous explique comment faire, parce qu'on a tous des biais, Enfin, moi, je me souviens, il y a pas très longtemps, j'ai relu les offres d'emploi que nous, on postait. Je me suis dit, mais en fait, quand je lis ça, c'est pas destiné, c'est pas très inclusif, en fait. Donc, du coup, on a dû retravailler dessus. Pareil, à chaque fois, s'assurer qu'il y ait bien des femmes dans le processus de recrutement. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire et se dire, la target, c'est ça dans 10 ans. Je pense que c'est une bonne chose. Oui. Et votre avis sur cette question ? Moi, je suis complètement pour les quotas. On est en 2021. Si les choses avaient dû bouger d'elles-mêmes, elles auraient déjà bougé. Le fait est que ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, vous parlez de contraintes. Moi, je parle d'un rééquilibrage, en fait, tout simplement. La contrainte, aujourd'hui, elle est sur les femmes qui n'arrivent pas à émerger, qui sont face à ce plafond de verre, que ce soit dans la progression dans les entreprises ou dans les fonds d'investissement. Elle est là, la vraie contrainte. Donc, les quotas, et comment est-ce qu'on peut aider alors les boîtes à bouger, les fonds d'investissement à bouger, leur donner des bons outils ? C'est ce qu'on fait chez Sista au quotidien. Expliquez-nous. C'est travailler sur typiquement des formations sur les biais cognitifs, c'est les sensibiliser à, je vous dis, les questions qu'ils posent en fait aux entrepreneurs. On se rend compte que ce ne sont pas les mêmes qu'ils posent aux femmes et qu'ils posent aux hommes. Vous avez un exemple ? C'est l'exemple éternel de la femme de 30 ans. Oui, mais est-ce que vous allez, si vous voulez faire des enfants, réussir à quand même gérer votre boîte ? Enfin, voilà, c'est la question la plus basique. Après, il y a des choses qui sont plus fines. Mais les discriminations commencent à cette étape-là, en fait, au moment où on rencontre les gens. Et puis, effectivement... donc là, vous les rassurez là-dessus ? Vous leur dites, les femmes, elles peuvent gérer les deux ? Elles peuvent gérer les deux. Et puis, en plus, on est dans un monde où les hommes s'impliquent aussi aujourd'hui. Le Parental Act, vous le savez, est partie de l'écosystème start-up, notamment par Céline Lazorte. Et puis aujourd'hui, on arrive à un congé paternité. Donc les choses vont s'équilibrer. J'espère qu'un jour, il y aura un congé maternité, un congé paternité de même durée et que du coup, il n'y aura plus de questions. Parce que si on a un enfant, qu'on soit un homme ou une femme, oui, on s'arrêtera quelques semaines pour mettre un être au monde, ça ne me paraît pas complètement délirant. Donc oui, on les rassure et puis on leur montre qu'il y a des femmes qui réussissent, que le retour sur investissement est tout aussi important avec les femmes. On montre des rôles modèles à tous les niveaux, de femmes qui réussissent, qui lèvent des fonds, qui apportent du retour sur investissement. Et qui ne sont pas donc des exceptions, qui peuvent devenir aussi la règle. Ouais. Laura Medji, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Vous, comment vous pouvez aider les jeunes filles ? Je sais que vous avez de nouveaux projets. Oui, alors déjà j'ai l'intention, maintenant que j'ai un peu plus de temps, d'essayer de rendre pour partie ce qui m'a été donné au cours des dernières années. Donc moi j'ai eu la chance d'être mentorée, de pouvoir faire appel à de nombreux réseaux de femmes, que ce soit au niveau de la tech, au niveau du management ou au niveau entrepreneurial. Je pense important d'utiliser cette visibilité un peu qui m'est donnée et ce rôle modèle qui m'a été imposé pour inspirer d'autres femmes. Et plus globalement, je suis en train de travailler un projet de think tank qui n'est pas forcément dédié qu'au genre, mais à la diversité au sens large, avec l'idée de décentraliser un petit peu l'accès au réseau, qui est une autre des problématiques, à mon avis, et de créer un système d'entraide pour pouvoir diversifier tout cet écosystème. C'est-à-dire comment concrètement vous avez procédé pour décentraliser la problématique du réseau? Alors, on est en train un peu de le structurer, donc je n'ai pas envie d'en dire trop, mais on avait lancé, voici maintenant 2 ans, un club un peu informel avec des amis qui sont à la fois investisseurs, consultants en stratégie, à différentes positions entrepreneurs. Le constat de base, c'était de se dire qu'au niveau de l'écosystème, la problématique aussi diversité vient du fait que il manque pour beaucoup de gens des contacts, des accès, que ça joue parfois à pas grand-chose. Et donc, on avait démarré via des dîners informels qu'on est en train de
structurer un petit peu autour, voilà, en club, avec une plateforme. Je n'en dis pas trop, mais... Ok, très bien. On suivra ça quand vous serez prête, Laura Medji. Merci beaucoup, Laura Medji, donc cofondatrice de Tractor, Déborah Loy, directrice générale de Sista, et Jade Francine, cofondatrice de WeMaintain. Juste après la pause, on part se ressourcer dans la nature avec de nouveaux exemples de technologies bio-inspirées. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec le biomimétisme. Bonjour Sidney Rostand. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes fondateur et PDG de Bioxégie et vous nous faites régulièrement découvrir comment la nature peut nous inspirer sur les technologies ou inversement d'ailleurs, où on aurait en tout cas tout intérêt à mieux regarder ce qui se passe du côté du génie de la nature. Alors cette semaine, on va commencer par s'intéresser de près à la libellule. C'est ça, la libellule, c'est un des groupes d'animaux les plus anciens au monde. Il faut savoir que les libellules sont plus âgées que les dinosaures, elles ont 300 millions d'années. Et ça, c'est pas dû au hasard. En fait, c'est des prédateurs extrêmement efficaces. On va entrer dans les détails tout de suite. Déjà, ce qu'il faut savoir au sujet des libellules, c'est qu'il y en a plus de 5000 espèces différentes. Elles vivent généralement dans des zones humides et chaudes, mais il y en a déjà 120 espèces en Europe, donc ça vit un petit peu partout dans le monde. Les libellules, il y en a environ un cinquième qui sont menacées tout de même, puisque les zones humides sont de plus en plus en danger, tout simplement parce que l'homme ponctionne sur leurs habitats. C'est des animaux qui sont tout simplement des insectes, elles appartiennent aux insectes qui sont tout simplement formidables et assez incroyables. Il y a dès qu'on va regarder un simple détail en fait dans leur reproduction, par exemple la reproduction se passe en vol. Quand on regarde les évolutions, il y a plusieurs stades larvaires qui peuvent durer jusqu'à 5 ans avant d'arriver sur le stade adulte, celui qu'on connaît bien avec les ailes, qui dure seulement 1 an par rapport à 5 ans dans les stades larvaires. Donc c'est assez intéressant, mais surtout je suis là pour parler évidemment de ce qui peut intéresser, pourquoi on doit comprendre en fait la libellule, c'est tout simplement pour ses capacités de prédation. Donc comme je le disais, c'est pas un hasard qu'elles aient jusqu'à 300 millions d'années, c'est tout simplement parce qu'elles sont extrêmement efficaces. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont efficaces ? Elles vont chasser en fait d'autres insectes, donc d'autres insectes, des moucherons par exemple qui sont en vol, et pour ce faire elles ont 2 caractéristiques, 2 facultés extrêmement sophistiquées. La première, c'est le vol. Elles sont équipées de 4 ailes, donc qui sont indépendantes les unes des autres. Ça leur permet d'une part d'atteindre des vitesses assez fortes, 40 km/h pour un insecte, c'est très fort, d'atteindre des vitesses ascensionnelles, donc elles sont en capacité de monter et de descendre très rapidement, 1 mètre 5 secondes, donc c'est des jets qu'elles se prennent. Je crois qu'elles prennent jusqu'à 90 jets. Les jets, c'est l'accélération. Donc, vous savez, un pilote de chasse, par exemple, ça peut prendre 10 jets avant de tomber dans les pommes. Elles peuvent encaisser 90 jets, donc des virages très serrés. Et elles sont capables, surtout, de faire des manœuvres acrobatiques, donc elles font du surplace. Elles sont aussi capables de voler à reculons et, comme je le disais, de faire des manœuvres spécifiques avec des ailes indépendantes. Ça leur permet d'être extrêmement agiles pour chasser les moucherons, alors qu'elles sont plus grosses. Mais surtout, c'est leur vision, donc la deuxième faculté qui est tout simplement extraordinaire. Les libellules, elles sont équipées d'environ 30 000 facettes. Donc je pense on le voit à l'écran. Ces facettes-là, ça leur permet d'avoir une vision à 360 degrés, mais surtout de voir à 200 images secondes. Elles ont des neurones spécialisés sur la vitesse de l'image, alors que nous, on est capable de voir 60 images secondes, et les écrans, c'est environ 25, 26, 30 images secondes, si je ne me trompe pas. Donc elles sont capables de voir au ralenti. Et ça leur permet d'anticiper la trajectoire des moucherons et d'aller finalement dans une direction d'interception. Les libellules sont tellement spécifiques et sophistiquées dans leur capacité de chasse, donc d'une part pour le vol que ça inspire des drones, notamment sur les ailes qui ont une structure en fait très spécifique qui leur permet d'être à la fois résistantes et en même temps très légères. Donc ça c'est intéressant pour des drones qui fonctionneraient sans hélice mais plutôt avec justement ce type d'aile. C'est très complexe, c'est des recherches qui sont en cours. Et d'autre part c'est le système cognitif d'attaque qui est très intéressant. Ça inspire en Australie et en Grande-Bretagne des algorithmes de détection d'obstacles et de détection de trajectoires en fait de collision pour les véhicules ou pour les drones ou pour les avions autonomes plus tard. Donc ça c'est très intéressant. Et en même temps il y a quelque chose qui est très spécifique pour finir là-dessus, c'est que les libellules ont une capacité en fait qu'on appelle motion camouflage. Alors ça c'est très très impressionnant, surtout pour un insecte dont on n'imagine pas forcément une capacité cognitive incroyable. Elles sont capables en fait en même temps qu'elles anticipent la trajectoire de leur proie, de bouger en même temps pour être pratiquement en fait immobile
aux yeux de sa proie. C'est-à-dire que sa proie ne la voit pas bouger, elle bouge en même temps. Et ce motion camouflage-là, il y a des recherches en ce moment pour le domaine de la défense, notamment pour des drones d'attaque, qui bougeraient en même temps justement que les cibles pour être quasiment invisibles en fait pour la cible. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a vraiment quantité de recherches. Impressionnant. Alors, on a un peu moins de temps pour parler des albatros et des drones. Alors, là, on va s'intéresser aux drones tels qu'on le connaît aujourd'hui. Quelle est l'inspiration, la bio-inspiration du drone? Justement, en parlant de comportement de vol, l'albatros, c'est 3,5 mètres d'envergure, environ une douzaine de kilos. Et c'est un oiseau qui fait des grandes distances. Ils sont capables, on a vu des individus parcourir 22 000 km en seulement 46 jours sans pause. Donc, ils doivent au maximum économiser leur énergie. Et pour ce faire, on a observé un comportement assez incroyable. Elles font des allers-retours, des zigzags progressifs comme ça. Donc, dans un sens, elles volent en dessous du ras des vagues, tout simplement pour éviter les forces de vent contraires. Donc, ça leur permet de prendre de l'avance. Et après, elles vont remonter, prendre le vent dans un autre sens pour gagner en énergie cinétique, et puis après revenir. Donc elles font des zigzags progressifs comme ça pour réduire au maximum la consommation d'énergie. Elles sont capables de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres sans avoir battu une seule fois des ailes. Et aujourd'hui, il y a des recherches qui sont menées à Supaéro, un des centres d'expertise en aéronautique qui est situé à Toulouse, en France, pour des algorithmes en fait, de comportement de vol de drones maritimes. Ça pourrait permettre de surveiller par exemple des éoliennes offshore, des plateformes pétrolières, même des porter secours en fait à des bateaux, etc., qui consommeraient justement moins d'énergie. On sait que c'est un gros problème, l'énergie pour les drones, en reproduisant ce système de zigzag au ras des vagues des albatros. Donc les recherches sont en cours et ça a l'air déjà assez prometteur. Donc pour l'instant, on n'en a pas encore de ces drones inspirés par les albatros. Voilà, il faut savoir que c'est des recherches qui prennent un certain nombre d'années. Déjà, il faut comprendre dans les moindres détails le comportement en vol de l'albatros, mais une fois qu'on l'a compris, toute la question aussi, c'est d'arriver à le transposer sur un algorithme informatique, et avec tout ce que ça suppose en une exception, etc. Parce qu'évidemment, l'albatros, lui, est capable de s'adapter si jamais il y a une force de vent qui change un tout petit peu, si jamais il y a une tempête, une vague un peu plus haute, etc. Tout ça, pour un drone, c'est complexe, évidemment. Merci beaucoup, Sydney Rostand de Bioxégie, pour ces bio-inspirations. Et on va rester, ça fait très bien le lien avec notre prochain sujet, l'innovation du jour. On va s'intéresser à un drone qui ne tombe jamais. À quoi ressemblera demain? Alors chaque jour, Cécilia Sévry partage avec nous ses trouvailles parmi ces innovations qui pourraient changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une nouveauté qui joue dans la catégorie sport de haut niveau. Oui, exactement. Alors évidemment, crise sanitaire oblige, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu aller voir un événement sportif, un événement tout court d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, je vous propose une technologie qui va vous permettre de vivre une vraie expérience immersive. En fait, ça va révolutionner un petit peu la captation. C'est un drone, mais pas n'importe quel drone, c'est un drone filaire qui ne tombe jamais. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, aucun événement ne peut être filmé par drone à cause justement de ce risque que l'objet tombe sur le public ou sur l'infrastructure. Donc c'est la condition de la Direction générale de l'aviation civile. Pour donner l'autorisation, il faut prouver que le drone ne pourra jamais tomber. Pari réussi pour notre société française qui nous présente donc Hyperion 7. Et comment? Alors comment? En fait, il y a plusieurs innovations qui ont rendu possible ce projet. D'abord, c'est un drone filaire, je l'ai dit. Il est relié à un treuil par un câble en Kevlar très fin. Mais ce treuil, il est intelligent. En fait, il mesure grâce à des algorithmes la résistance du drone, que ce soit à cause de la vitesse du drone ou à cause du vent ce jour-là. Eh bien, le treuil va adapter sa tension. Quand il va dérouler ou pas pour laisser de l'envergure au drone, il va adapter sa tension, ce qui fait que tous les mouvements seront souples. Il va permettre une liberté de dépassement de 200 mètres et une totale liberté de mouvement. Et puis surtout, en cas de chute, eh bien, il est capable de pédaler rapidement comme ça pour aller rechercher la tension dans le câble et au moment où la tension va se faire plus forte, de calmer un petit peu le jeu pour que tout ça se fasse délicatement et qu'on n'ait aucun problème d'impact, évidemment. Et puis, il y a une deuxième technologie qui est très importante. Eh bien, il y a une voile qui a été conçue par une société spécialisée dans la fabrication des voiles de catamaran. Cette voile, en cas de chute, elle se déploie instantanément. Elle est pliée de façon à se déployer le plus vite possible. Et surtout, elle est fabriquée pour donner une parfaite stabilité au drone. Il y a des trous à certains endroits et elle va permettre aussi d'accompagner l'ascension quand le drone va remonter grâce au treuil.
Et comment ça se déclenche? Alors, ça se déclenche par pyrotechnie. En fait, il y a 3 moyens. Soit automatiquement, le drone reconnaît, grâce aux algorithmes dans le treuil, qu'il est en pleine chute, soit par l'opérateur qui sera au quart régie en bas, soit par le suiveur, c'est la personne qui va gérer et le treuil et le drone pour surveiller évidemment quand même que tout se passe bien. Et on peut dire que ça fonctionne aujourd'hui, ce système? Oui, ça fonctionne. Vous allez le voir sur les images, on a fait un test. On l'a monté à 50 mètres de hauteur et au bout de 20 mètres, on l'a lâché. Oh. Et là, tout seul, vous allez le voir, le parachute, si je puis dire, s'est libéré, le drone est retombé, ensuite il a été ramassé par le treuil. Donc oui, ça fonctionne très bien aujourd'hui et on n'a pas besoin de libérer complètement cette zone sous le vol du drone. Alors, puisqu'on parle de captation, on peut peut-être dire un mot aussi sur la caméra? Oui, il y a une antenne HF, donc le drone peut filmer en direct. C'est retransmis avec ce quart régie. La caméra, elle filme en haute résolution, elle est équipée d'un zoom optique x30 et d'un zoom numérique x200 pour voir tous les détails, comme sur ces images-là d'un hippodrome, pour voir au plus près les coureurs sur la piste et traquer tous les détails. Et on peut voir déjà ces images. On peut voir ces images, vous l'avez vu l'hippodrome, on a vu un match de rugby aussi, Suisse-Pologne récemment, et puis le prochain rendez-vous, c'est l'étape du championnat du monde de ski à Chamonix en février. Regardez les images, c'est important parce qu'il y a 4 ans, il y a eu un accident. Le champion Marcel Hirscher a failli être écrasé plus ou moins par un drone. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de montrer qu'en fait c'est possible, que ça n'arrivera plus, puisque le drone Hyperion est un drone qui ne tombe jamais. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup. Vous allez nous présenter 4 jeunes pousses innovantes. On se retrouve juste après. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ce regard sur cette autre informatique possible, une informatique qui dépasse ses limites avec le quantique, l'informatique aussi numérique plus mixte, avec plus de diversité, ou encore davantage bio-inspirée. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Je vous souhaite une excellente journée.